Marvin Martin comme Zizou. Il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière surtout. Ça c'est le love. 20h en direct, salut tout le monde, c'est parti pour La Voix des Lillois, épisode 10, épisode du mois de novembre. De retour pour une émission, comme toujours, consacrée à l'actu des Dogs. La Voix des Lillois, c'est le seul et unique podcast audio 100% dédié au LOSC, par des passionnés et pour des passionnés. Podcast hébergé par le site internet lepetilillois.com. La team est de retour pour cette émission. À mes côtés, le trio de choc pour décrypter toute l'actualité de notre club. Salut Clément. Salut Tristan, salut à tous. Salut Félix. Salut Tristan, hâte de retrouver l'équipe. Et salut Rémi. Salut Tristan, très content de te retrouver et salut à tous. Messieurs, pour commencer, comment allez-vous? Comment se passe ce début de reconfinement là? Comme tous les étudiants, j'ai envie de dire, hein, les étudiants sont confinés, donc télétravail pour ma part. Ouais, pareil pour moi, c'est de la visio, tout est passé en visio, donc on se concentre sur la visio. Ça, on s'adapte. Bon, très bien. Pierre est comme toujours à la technique, notre homme de l'ombre qui gère l'antenne, qui gère le standard. On le salue également. J'ai dit confinement, dit plus de temps à consacrer au foot. On va parler aujourd'hui avec vous de tous les sujets chauds du moment. Et Dieu sait qu'il y a de l'actu pour nos Lillois là, en ce début du mois de novembre. Au programme ce soir, cette période automnale est-elle le premier gros test pour le club? Entre la mi-octobre et la fin décembre, c'est un rythme de 2 matchs par semaine, quasi sans interruption, qui attend nos joueurs. Va-t-on sortir indemne de ce parcours du combattant? On attend vos avis. Deuxième partie uniquement consacrée à la Coupe d'Europe. Que faut-il viser dans ce groupe d'Europa League? C'est la question qu'on va se poser, notamment après le match nul à domicile face au Celtic et à 3 jours du choc à Milan. Enfin, on parlera de Luis Campos. Après plusieurs alertes ces derniers mois, ça commence vraiment à sentir mauvais. Le directeur sportif portugais, qui est a priori pour de bon sur le départ cette fois-ci. Comment en est-on arrivé là? On vous dit tout, les dessous de l'affaire. On a plein d'infos à vous donner pour que vous compreniez bien tout ce qui se passe au club dans les hautes sphères de la direction lilloise depuis maintenant quelques mois. Tout ça, c'est bien sûr avant 21h en direct. Beau programme, messieurs, là, pour reprendre ce mois de novembre. On est au cœur d'une période chargée, quand même. Ouais, c'est clair, la grosse période pour le LOSC avec des hauts et des petits bas, on va en parler avec Campos. Mais c'est sûr que c'est peut-être une des périodes les plus importantes de la saison pour l'équipe. Bon, ça fait plaisir, hein. On est content d'être au cœur d'une grosse période d'actu comme ça, d'autant que c'est quand même plus positif pour le moment que l'inverse. Donc, on va croiser les doigts pour que ça continue. Comme toujours, on vous accueille à bras ouverts à l'antenne pour participer à cette émission avec nous, soit sur Discord pour venir discuter avec l'équipe. Pour ça, c'est très simple. Comme toujours, il vous faut un micro qui fonctionne. Vous cliquez sur le lien qu'on vous a mis dans le chat Twitch et vous rejoignez la salle d'attente. Tous les avis sont les bienvenus, on parle de ce que vous voulez, même ce qui n'est pas au programme. N'hésitez pas à venir faire un bout d'émission avec nous. Sinon, comme d'habitude, on attend vos messages nombreux dans le chat et je lis tout en temps réel. On attaque cette première partie, les Dogs au cœur d'un marathon effréné depuis quelques semaines. Ça a commencé avec le derby le 18 octobre dernier. Lille va enchaîner en tout et pour tout 7 matchs en 3 semaines depuis ce derby le 18 octobre et jusqu'à la prochaine trêve internationale. Après quoi, les rencontres de Coupe d'Europe et de championnat vont quand même continuer de s'enchaîner là, toutes les semaines jusqu'à Noël. Donc ça ne devrait pas s'arrêter. Les adversaires, comme par hasard, c'est du lourd, hein. Il y a eu ce match contre Lens, les premiers matchs européens contre le Sparta, le Celtic, un match contre Nice, un autre contre Lyon hier soir. Jeudi, ce choc contre le Milan, et puis ça va continuer en mois de novembre. Lorient, Saint-Étienne, Milan à nouveau. Pour l'heure, Lille est toujours invaincue, mais d'après vous, messieurs, est-ce que ça va durer là, avec ce qui nous attend, cette série d'invincibilité? Alors ça, moi, j'ai envie de dire, on verra après jeudi, parce que jeudi, c'est un peu le match, le très gros match qui nous attend. C'est le plus gros match de ce début de saison, hein, Ouais, en termes de position. ouais, exactement. C'est le plus gros match, surtout quand on voit la forme de Milan. Maintenant, après en championnat, j'ai envie de dire que ça s'éclaircit un petit peu le calendrier. On va jouer Brest, Lorient. Bon, faut pas y aller les doigts dans le nez en mode on va gagner. Il faut être concentré.
Mais bon, j'ai envie de dire, Brest, Lorient, même Saint-Etienne, quand on voit leur niveau, là, c'est un peu moins fort. Donc, en championnat, j'espère qu'on va assurer les 3 points à chaque fois et essayer de prendre quelques points dans la double confrontation contre Milan. Ouais, je Et rejoins bon, Félix. vas-y, Je rejoins vas-y, Félix, hein, c'est 3 nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, mais je pense que pour un groupe, c'est toujours important de rester invaincu. Pour la confiance, je pense que c'est quelque chose sur lequel peut capitaliser Galtier et son équipe. Donc voilà, même si c'est des matchs nuls frustrants, on va peut-être en parler juste après. Mais je pense qu'il y a, voilà, il y a cet effet psychologique qui reste important de ne pas perdre. Rester invaincu dans une saison, en ce début de saison, c'est quand même quelque chose de très important pour une équipe. Mais bon, je pense que les derniers matchs sont un petit peu frustrants quand même. On aurait pu espérer mieux, notamment contre le Celtic et même hier soir contre l'OL. Mais voilà, comme tu dis, Félix, jeudi soir, ça va vraiment être un vrai révélateur pour moi parce qu'on joue une équipe qui est très, très en forme. Et puis on joue chez eux en plus. Donc là, vraiment, on va vraiment voir si l'équipe a de la personnalité, comme dit Galtier, et si vraiment on est au niveau du haut du panier de l'Europa League. Clément, ça te fait pas peur, toi, cette grosse période d'enchaînement de matchs là? Bah non, ça me fait pas peur parce qu'on a l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. On n'a aucun blessé hormis Fonté, mais ça n'a pas l'air trop grave. Ensuite, il y aura la trêve internationale pour bien récupérer. Et on enchaîne Brest, puis Lorient. Enfin, j'ai envie de dire que c'est pas effrayant non plus ce qui nous attend en Ligue 1. Il y a juste ce match à Milan qui va être bien pour les joueurs. Enfin, c'est toujours bien d'aller jouer à San Siro. Donc pour moi, je suis très content du début de saison. Est-ce que si Lille passe cette période un peu difficile avec beaucoup de matchs et beaucoup de gros matchs sans encombre, est-ce que ce ne serait pas un message très fort envoyé déjà à la Ligue 1 et puis aussi à notre groupe d'Europa League quand même parce que voilà, c'est beaucoup de matchs difficiles qui arrivent. Si on s'en sort, bon, je dis pas être toujours invaincu à la fin de l'automne, ça à la limite on s'en fout, mais si on reste toujours en lice pour une qualification et puis on va dire dans le top 5 de la Ligue 1, ce serait quand même une très belle perf, quoi. Bah, Moi, c'est je pour ça pense. que, c'est pour Vas-y, ça que Rémi. personnellement, je pense que c'est une période peut-être la plus révélatrice de la saison parce que on va pouvoir voir si on se maintient en Europa League et si on est en bonne position pour se qualifier. On va pouvoir voir aussi si on reste en haut du classement en Ligue 1, même si Paris, voilà, je pense, va se détacher très rapidement. Je pense que ça va être vraiment des signes révélateurs pour savoir si le LOSC, bien qu'on loue l'effectif qu'a l'équipe, je pense qu'on va vraiment pouvoir voir si on tient sur la durée et si on reste toujours performant comme on l'est actuellement. Et Moi, le je pense message, que. Vas-y, Clément. le message, on l'a déjà envoyé pour moi après le derby, qui était en prime time que toute la France a vu. On colle 4-0, 5-0, 4. 4-0 à Lens, et ensuite on va battre 4-1 le Sparta à Prague. Pour moi, on l'a déjà envoyé. Et moi, pour Ouais. moi, on l'envoie à chaque fois qu'on joue des très gros matchs. On joue Marseille, bon, je suis d'accord, c'est frustrant. On fait 1-1. Pareil contre Lyon, mais on n'est pas ridicule du tout. On devrait même gagner ces matchs-là. On sort frustré de ces matchs-là et on joue en Coupe d'Europe. Lyon n'arrive pas à enchaîner en Ligue 1, moi je trouve. Là, ils sont sur une petite série, mais ils n'arrivent pas à enchaîner en Ligue 1 et ils n'ont pas de match de Coupe d'Europe. Nous, on arrive à enchaîner tous les 3 jours, à faire des performances relativement bonnes. Moi, j'ai pas aimé le match contre Nice. Bon, je pense qu'un peu comme tout le monde, mais on arrive à s'en sortir, à aller chercher un point, avec un grand Bourak, je trouve aussi. On en parlera sûrement. Mais vraiment, chaque semaine, c'est vraiment satisfaisant de regarder Lille jouer et de voir que c'est une équipe qui tourne bien et qui sait être performant dans la durée. Et ça me plaît vraiment parce que j'ai peur de cet enchaînement de matchs. Mais on le Après, voit de toute façon. si j'ai posé cette question, c'est aussi parce que pour moi, on n'est qu'au début de cette grosse période-là je disais le marathon avec tous les matchs. Pour l'instant, ça fait que commencer. Donc oui, on donne une très belle impression parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, on jouait qu'un match par semaine. Donc pour l'instant, le rythme, il est là, l'endurance, elle est là, mais quand enfin, on en reparlera dans un mois, quoi. Une fois qu'on aura joué, je vous disais, là, les 7 matchs en 3 semaines, il y a une trêve internationale qui vont arriver. On a quand même beaucoup d'internationaux, donc ils vont jouer pendant cette trêve. Ce sera encore des minutes en plus dans les jambes.
Moi, je trouve que sur les derniers matchs, là, on commence à voir quelques débuts de signaux. Pas de fatigue peut-être, mais on sent que voilà, les matchs commencent à s'accumuler et ça se voit sur le terrain, quoi. C'est surtout ça que je voulais dire. Il y a des phases où on gère, en fait, c'est ça. Et c'est ça qui me déplaît un peu. Je trouve qu'hier, deuxième mi-temps, on doit être plus tueur. On doit être bien plus tueur, mettre le deuxième but assez rapidement et après peut-être penser à gérer. Je trouve qu'on a géré et ensuite, fin de match, on s'est dit, peut-être il va falloir aller C'est chercher les con, il y 3 avait la points. place. Ouais, ouais. Il y avait la place, exactement. Et je Ouais, pense mais ouais. qu'hier, on n'a pas vu le match dans le bon sens. Il fallait d'abord penser à mettre le deuxième et je pense qu'on pouvait le faire assez bien. Et ensuite, peut-être gérer et penser au match de jeudi et gérer effectif. Après, tu as Je fait pense face à une équipe quand même qui a fait que défendre en deuxième ouais, qui a mi-temps. joué très bas. Et je pense que les joueurs ne sont pas habitués à se buter comme ça contre une défense Mmh. qui voilà, qui est pas sortie de sa moitié de terrain de la deuxième Ouais. mi-temps quand même, hein. Et ça, Et il je va pense falloir que s'y habituer, hein. je pense que les joueurs, vraiment, c'est vraiment une des premières fois où ils ont vraiment buté, ils ont même pas réussi à rentrer dans la surface, quoi. C'était vraiment que des frappes de loin ou des centres, interceptés par la défense. Donc, je pense que même pour les joueurs, c'était hyper frustrant de pas pouvoir se créer d'occasion, tout simplement, quoi. J'ai même envie Après, de dire que le rouge n'a pas été très bénéfique Bah, parce que pour Lyon s'est Lille. replié. Lyon s'est Exactement. replié finalement, donc, Ils se sont moins découverts et on n'a pas pu jouer notre jeu ouais. et puis le match, il a pas été très enfin, il a pas été ouf après la 50e. Bah, c'est Alors que ça. première mi-temps, c'était vraiment, des 2 côtés, C'était un c'était un beau match match. ouvert. C'était un Ouais match ouvert, ouais. et après, Tristan, tu Ouais. dis que le plus dur reste à venir, mais on a déjà affronté Rennes 3e, ouais, Nice 4e, Marseille 5e, Lyon 6e, Ouais, c'est et pas mal toutes ça, hein. les équipes même dans Metz le top 7e. 5. Ouais. Et toutes les équipes dans le top 5, elles vont aussi avoir des matchs tous les 3 jours à jouer. Il y a plein de confrontations entre les 3e, 4e, 5e, 6e Du et coup, ils nous, on vont les a laisser des tous plumes. joués. Ouais. Exactement, c'est ce que je regardais hier et ça, c'est vraiment intéressant. Effectivement, bon, il faudra répondre présent malgré tout, hein, Ouais. dans les matchs contre les Et plus petites équipes, et c'est souvent des matchs un peu pièges. juste Ouais, pour Rémi? ajouter un petit truc, Tristan, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Félix. C'est vrai que le LOSC maintenant est regardé différemment quand j'écoute un petit peu, voilà, les observateurs, que ce soit sur le Canal Football Club ou même, sur l'after, sur RMC, dans l'after. On sent que voilà, le LOSC a pris une autre dimension, que ce soit d'abord au niveau national et même les entraîneurs. On a vu l'entraîneur du Celtic, l'entraîneur de Lyon, qui n'ont pas hésité à dire que le LOSC était une équipe de niveau Ligue des Champions. Donc je pense que ce sont des signes qui sont quand même positifs pour le club, de voir que voilà, le LOSC est craint, en tout cas beaucoup plus qu'avant, et de voir que la politique qui est menée, voilà, ça provoque des louanges de la part des autres formations. Et je trouve que franchement, en tant que supporter et en tant qu'observateur, d'un point de vue général, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, quoi. Un petit mot sur ce que disait Félix, la gestion là, tu trouvais que les joueurs, étaient beaucoup dans la gestion, peut-être un peu trop tôt parce que le score n'était pas encore acquis. On a, Rakta là dans le live Twitch, qui nous dit: «Les changements de Galtier à la dernière minute étaient inutiles». C'est un petit peu ce qui ressort beaucoup des commentaires d'après-match, le coaching de Galtier qui arrivait très tard. Bah, Heu on en parlait avant l'émission et on se demandait vraiment pourquoi il avait fait ces changements aussi tard. Et bah, il l'a Il a expliqué, il l'a expliqué. Lui Ouais, aussi, mais il a parlé c'était de blessures potentielles, mais personnellement, j'ai pas vraiment compris pourquoi, enfin, il mettait ça en avant, alors que je comprends pas la gêne de faire entrer ces 2 joueurs un petit peu plus tôt dans la partie, quoi. J'ai pas compris personnellement. ouais, 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 enfin, Surtout voilà, pour David, ouais, parce que heu, Liadji, on peut comprendre, il est quand même inexpérimenté quand même en Ligue 1 quasiment, même s'il est très bon, il a un très bel avenir. Mais Mais on peut son erreur à Galtier, c'est d'avoir fait qu'un changement lors de son deuxième, en fait. D'avoir fait rentrer qu'un joueur lors du deuxième changement, parce qu'après, ouais, il lui restait qu'un changement disponible. Et du coup, il a fait rentrer ses 2 joueurs à la fin, en cas de blessure ou d'un carton rouge. ouais, 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 ouais. Que faut Non faut mais peut-être repréciser à ceux qui nous écoutent que du coup, avec le coronavirus, maintenant, il y a 5 changements qui sont effectifs en 3 temps seulement. Or là, Galtier a fait rentrer Soumaoro avant la mi-temps, donc un temps. Il a fait rentrer Yassidi, vers la 65e, donc 2 temps. Donc il pouvait plus faire rentrer que maximum 3 joueurs en même temps sur le dernier temps. Donc c'est ça un peu qui a handicapé, je pense, le coach, de Lille. bon, moi, je voudrais attirer votre attention sur, autre chose, un autre point, toujours dans la même partie, hein, mais un autre point, à ce sujet. En fait, on a dit plusieurs fois dans les dernières émissions, qu'on était assez satisfait de voir que l'effectif était très étoffé.
il y a une équipe A, une équipe B, il y a beaucoup de joueurs, il y a même de quoi faire une très belle équipe B. C'est vraiment un bon point quand on voit les matchs qui vont arriver. Voilà, mais est-ce que, au vu des dernières rencontres, est-ce que vous êtes toujours de cet avis? Est-ce que vous pensez toujours que, que l'effectif est étoffé, mais je dirais que nos remplaçants sont au niveau en fait? Bah ouais. Bah, moi, je pense qu'on les a pas assez Ouais, vus, nos remplaçants. Moi, je pense que Liadji, on l'a pas assez vu. Un Tim Weah non plus, même si bon, sa forme est peut-être en suspens, on l'a pas assez vu. Je pense que la paire Tcheka-Soumaré, on commence à la voir un peu plus, mais on l'a pas assez vu. Reynildo, on l'a vu que hier, je pense qu'il a pas été trop mal. Et bon, Soumaoro revient derrière, mais Diallo non plus, on l'a pas vu. Donc, Galtier, je pense, voilà, il s'appuie sur son banc, mais peut-être qu'il hésite un peu à l'utiliser pleinement, car il pense que ça pourrait déséquilibrer son équipe. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour voir si notre banc est vraiment performant, à mon avis. Faudrait- moi je commence à voir, enfin, je me pose quand même quelques questions. C'est notamment ce que je me suis dit en regardant le match contre le Celtic. J'ai vu quand même pas mal de joueurs qui posaient un peu question, quoi. Alors attends, il faudrait que je retrouve la compo du LOSC contre le Celtic, mais je trouvais que bah, il y a une équipe A, une équipe B, mais et l'équipe B, je la trouve pas, enfin, je sais pas, Soumaoro par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de Soumaoro? Soumaoro, ça a été très dur contre le Celtic, hein, on l'a bien vu. Moi, je trouve que sur le premier but, il est très loin de Eliounousi. Il est très très loin, il le laisse tirer. Il a tout le temps pour tirer Eliounousi. Pour moi, il est On a complètement l'impression fautif. on a l'impression qu'il a même pas vraiment envie d'être là. Une Enfin, nonchalance, une grosse nonchalance. c'est sûrement le cas d'ailleurs, hein. Il a sûrement pas très envie d'être là, mais Ouais, voilà. Et j'ai trouvé que Soumaré, qui avait une chance inouïe de pouvoir enfin se montrer titulaire en Coupe d'Europe et tout, et il est complètement passé au travers, quoi, contre le Celtic. Enfin, à un moment, si ces matchs-là, tu les réussis pas et tu passes au travers, bah, on peut plus rien faire pour toi, quoi. c'est ça. Donc, c'est vrai on a un très très bel effectif sur le papier. Maintenant, il faut que tout l'effectif se montre présent à chaque fois qu'ils ont l'occasion de pouvoir jouer. Soumaré, je trouve que c'est quand même assez en dents de scie. Il régresse Hem, Soumaré, hein. Franchement, il ouais, ouais, régresse, ouais. hein. Mais après, il va te sortir un gros match, ça peut arriver, tu vois? Et pour Ouais, vous bien sûr. contredire, il y avait 5 changements dans la compo contre le Sparta. On a gagné 4-1. Yazici est remplaçant qui met un triplé. Hier, Renildo, il est pas prévu dans le 11 de base. Il fait un super match. Ah mais Soumoro, il fait une rentrée correcte, on va Ouais, mais je dire. trouve que c'est pas assez pour, déterminer si vraiment ton banc de touche, il est aussi performant que ton 11 ah titulaire, quoi. et puis surtout enfin, le Sparta, c'était correct, mais c'était pas super costaud non plus. Donc Ah moi, non, surtout à 10. ce que je me dis, c'est si par exemple là, je sais pas, si tu as déjà des mecs qui commencent à être fatigués et tout, et qu'on doit faire un petit peu tourner contre Milan jeudi à San Siro, et que voilà, et enfin, si Soumaré il se retrouve à jouer, ou Soumaoro, en l'absence de Fonte, se retrouve à jouer à San Siro dans 3 jours, moi enfin, c'est pas l'assurance tout risque, hein, quand même. Mm. Et surtout que Diallo, il les connaît. Milan AC, il vient de là-bas. En plus. Bon les gars, Diallo, il est même plus dans le groupe pour l'instant, donc bon. d'ailleurs, ouais, c'est vrai. On va accueillir Victor à l'antenne, auditeur de La Voix des Lillois, qui va nous rejoindre. Victor, toi, bah, déjà, salut, comment ça va? Salut Victor. Salut à tous, comment vous allez? Bah, Très bien, écoute, Ça toi? va très bien. très content de t'avoir avec nous à l'antenne dans La Voix des Lillois. Toi, tu veux parler de Iconé. Là, Ouais. plutôt bon, on ne sait pas trop s'il est titulaire ou remplaçant en ce moment, mais qu'est-ce que tu penses d'Iconé en ce moment? Bah, moi, je trouve qu'il est beaucoup moins. Alors, il marque des buts, hein, il en a bien contre le Celtic, contre le Sparta, mais je le trouve beaucoup moins bon. Il a des grosses difficultés à faire des différences dans les 1 contre 1. On le voit, il perd souvent le ballon, etc. Et c'est un peu paradoxal pour moi parce que à les dernières saisons, on le voyait souvent très très bon en 1 contre 1, mais il n'était pas capable de marquer des buts, il était moins bon dans la finition. Et là, cette année, c'est un peu l'inverse. Il est moins bon dans les 1 contre 1, mais il met des buts assez important quand même, parce qu'il permet de revenir dans le match contre le Celtic en égalisant. Donc en fait, ça pose un peu un problème, parce que quand David n'est pas là, qui mettre devant? Je trouve qu'il connaît avec Bourak, c'est pas la meilleure option. Donc est-ce que voilà, ce que vous en pensez vis-à-vis d'Ikoné en ce moment, et quelle peut être la meilleure doublette que quand David n'est pas là avec Bourak? Parce que Alors, toi, Iconé avant-centre, enfin dans un 4-4-2, si Ouais, tu je veux, suis pas fan. dans les 2 attaquants, bah écoute, ouais, je partage ton avis, mais c'était ouais. pour être sûr.
Les autres, To- vous en pensez quoi dans ce schéma-là, comme il a joué hier, Ikoné? Totalement d'accord. 4-4-2 avec Ikoné en faux numéro 9, moi je trouve Ouais, que ça va pas du tout. c'est pas Ça un va. attaquant, quoi. Bah Enfin, non, il est perdu sur le terrain, tu sais pas où il doit aller. À un moment, il se retrouve à droite, il prend la place d'Arojo. Arojo, il sait plus trop se mettre. À un moment, on a vu même dans le match d'hier où Bamba et Ikoné, ils ont changé, ils ont permuté. Tu sais, enfin, je trouve que Ikoné, il est perdu dans ce dispositif-là. Mais après, c'est vrai qu'il y a le problème avec David qui n'est pas encore très performant. Et le 4-4-2, tu mets David, Ikoné, parce que Galtier est l'Omega, ou tu veux mettre qui d'autre? Zitu. J'ai envie de dire, moi j'ai envie d'essayer Wea titulaire. J'aimerais bien essayer de Wea titulaire une fois pour voir ce que ça donne. Je sais pas, contre Brest ou contre Lorient, il pourrait peut-être tester ça pour ramener un peu de fraîcheur. Donc je partage totalement ton avis sur Ikoné. Après, Ikoné, faut savoir que de base, enfin, je sais pas si c'est son poste de formation, mais là où il est le plus performant, c'est à droite. En espoir, il a toujours joué à droite, il a été vraiment bon. Et là, il joue contre Lyon. Lyon, en deuxième mi-temps, il se replie derrière. C'est un joueur un peu à la Pépé, il aime bien profiter des espaces et avoir le ballon avec de la vitesse. Là, contre Lyon, même s'il peut faire des différences parfois, il n'a pas du tout été influent. Donc, ouais, je Pas vous du rejoins tout, sur ouais. ce Non, point-là. mais Rémi, mais ouais, vas-y, Clément. puis hier, je me suis justement attardé sur Ikoné. Le nombre de pertes de balles Non, mais c'est qu'il clair. fait, c'est hallucinant. Clair. Mais Mais c'est vrai que tu étais le premier à le dire en plus, et moi je voulais attendre un peu de voir voilà, sur la durée. Et franchement, Il perd 3 ballons sur 4. force est de constater que ouais, franchement, il est vraiment pas très bien en ce moment et à ce poste-là. Et les gars, comme dit Victor, bah, moi, enfin, c'est peut-être quand même un choix par défaut, quoi. David il met pas un pied devant l'autre. À un moment, il faut trouver une autre solution. Bah, peut-être que la solution la moins pire, ça reste ça quand même. Ouais, Ouais. moi je suis totalement d'accord. Ça Après, va. est-ce que ça veut pas dire changer de schéma du coup? Ouais. Ou alors Yacine, peut-être que ça peut le relancer, ça peut le relancer, hein. Hier, on est d'accord qu'il est rentré avant-centre, Yazice, c'est Ouais, il ça? a rien fait. C'était pas Ouais. terrible. C'est Mais pas moi, son sur, poste. Oui, oui. sur le match d'hier, de toute façon, j'arrive pas à comprendre comment on joue en 4-4-2. Et Bourak, à chaque fois qu'il dézone, il y a plus personne en zone, quoi. On joue avec deux attaquants, mais il y a personne dans la zone. Et il Je sais pas manquait de si ça vous a... présence dans la Ouais, surface. ça vous a fait Ouais, cet effet-là aussi. et il centrait pas beaucoup quand même. Reynildo, on le voyait, il centrait pas assez. Parce qu'il n'y avait Et comme personne. tu dis, voilà, si Bourak il sort de la surface de réparation, il n'y a personne pour aller mettre une présence physique. Et c'est peut-être pour ça qu'il voulait un Morelos pour éliminer Ouais. peut-être Araujo ou Iconé. Victor, si là demain t'es Galtier, on te dit tu fais ta compo, tu utilises Iconé comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais d'Iconé avec avec le 4-4-2? Bah, je Ouais. pense que je le mets soit à la place d'Araujo, qui est Mhm. assez intermittent, même s'il fait quand même, je le trouve, il met des bons ballons en profondeur avec Yilmaz, il y a quand même une sacrée complémentarité qui s'installe. Ou sinon, c'est sur le banc, quoi. Devant, il est pas oufissime, mais ouais, voilà, Tu derrière, laisses tu David mets qui, devant? Tu laisses bah, David je sais devant? pas, ouais, peut-être lancer Wea, parce que Mm. Yazice, pour tout le respect qu'on a pour lui, c'est un bon joueur de ballon, mais il n'a pas la vitesse. Ah, c'est Et pas il a son poste. pas. Voilà, il faut le mettre dans l'axe, etc. Donc, ça, après, c'est un autre problème. Mais je pense que ouais, lancer Wea, c'est la seule et unique solution. Ou mettre David, continuer de le mettre, quoi. Merci beaucoup Victor d'être Ouais, venu. nickel. Merci beaucoup à vous. À la prochaine. Merci. Bonne soirée. Bon, voilà un peu pour cette partie qui a bien duré, hein. Il y avait de quoi dire. Je vais lire un petit peu ce qu'on nous dit dans le chat là, avant de passer à la partie d'après sur la Coupe d'Europe. Weah mérite plus de temps de jeu. Jonathan David va monter en puissance. Je trouve Leadji très intéressant. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas de temps de jeu quand Djorko est mauvais et Arrojo pas flamboyant. Voilà, il y a beaucoup de choses. Pour moi, il faut revenir au vieux 4-2-3-1 parce qu'on a Yilmaz. Parce qu'on a que Yilmaz en vrai avant-centre. Bon, je suis pas d'accord, hein, pour ce qu'on disait, c'est peut-être pas vraiment sa meilleure position, mais c'est vrai que changer de schéma, ça peut être une opportunité, hein, 4-2-3-1, 4-3-3. Galtier a un peu tout essayé. Weah et Liadji seront titulaires en 2022. Weah et Bourak en pointe et Liadji sur la droite, c'est à tester. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Ap- Ouais, vas-y, pour finir, Félix. Après, le 4-2-3-1, c'est pas totalement débile, hein. Avec David en 10, comme il joue à Gantoise, ça peut peut-être Ouais, être une petite solution. et puis surtout, Sur les moi, axes, ça change pas. Ça peut Moi, être je un rêve de voir Bourak en pointe haute, quoi, seul, tout ouais, seul. ouais, ouais, ouais.
Ouais, à la Giroud en mode où il pèse énormément sur les défenseurs et il récupère tous les ballons de la tête. Heu, Ça se teste. Après, c'est difficile de juger sur le match d'hier parce que notre force, c'est les transitions et d'aller vite vers l'avant. Oui, Et bien hier, on sûr. ne pouvait pas, ils étaient tous dans la surface dans la surface, du coup, Allez les gars, on va passer à la partie suivante. Deuxième partie, Coupe d'Europe. Ça fait longtemps qu'on rêvait de débriefer des matchs européens dans cette émission et on n'avait pas encore eu l'occasion de le faire. C'est la première fois qu'on va pouvoir parler un peu de Coupe d'Europe. Bon, le LOSC compte à ce jour 4 points dans sa poule. Après la belle victoire à Prague, 4-1 et le nul face au Celtic jeudi. Lille est donc deuxième du groupe. Milan, premier, a signé 2 victoires nettes et sans bavure avant de recevoir les Dogs dans 3 jours. Les gars, au vu de ce qu'a affiché, l'équipe, mais aussi nos adversaires, d'après vous, que doit-on viser dans ce groupe H d'Europa League? Dites-moi, dites-vous aussi, dites-nous aussi, vous, les auditeurs dans le chat, là, qu'est-ce qu'il faut envisager? Une qualif à l'arrache, une qualif confortable, pourquoi pas la première place du groupe? Est-ce qu'on doit craindre, à l'inverse, de ne pas sortir des poules? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, pour moi, c'est la deuxième place. Faut vraiment se concentrer là-dessus parce que on a un Milan qui marche vraiment très, très bien en ce moment et surtout, on a une double confrontation contre eux qui va être très déterminante et il faudra regarder ce que fait dans le même temps le Celtic parce que pour moi, le Celtic est supérieur à Prague et s'ils prennent 6 points sur les 2 matchs et que nous, malheureusement, on prend 0 ou 1 point contre le Milan, ce qui est tout à fait possible parce qu'on est inférieur à eux selon moi, et ben, ça va pas être compliqué, mais il va falloir, cravacher pour voilà, accrocher cette deuxième place et pour moi, c'est vraiment, la deuxième place qui doit être, l'objectif de l'équipe. Moi, Ouais, je les pense autres, que Félix, tu faudra penses que Milan, c'est trop haut pour viser une première place? Enfin, nous, viser une première place? bah, le Milan, tu me demandes ça, après le tirage, je te dis: «C'est prenable». Ouais, moi aussi. Là, après, là, c'est vrai qu'ils sont sur une très grosse forme, ils ont trouvé leur système, j'ai l'impression, avec, un 11 qui bouge pas trop en Serie A. Avec un Zlatan aussi qui est un meneur d'hommes et pour moi, les grandes équipes, il y a toujours un meneur d'hommes et bon, Yilmaz, c'est pas Zlatan, mais Yilmaz, je le trouve vraiment pas mal sur le terrain pour mener le groupe et donc ça peut être pas mal. Bon après, Milan, c'est vrai que là, ils sont vraiment très, très forts et j'attends de voir le match de jeudi là-bas, chez eux, sur leur terrain à San Siro pour pouvoir, entre guillemets, «m'exprimer» mais je pense qu'un nul est prenable quand même. La victoire, ça serait peut-être vraiment très ambitieux, mais un nul, ça se prend. Clément, pour toi, est-ce qu'il y a vraiment, disons, 2 équipes plus faibles, hein, je pense au Celtic, et au Sparta. Lille est vraiment au-dessus de ces 2 équipes pour toi? bah, je suis pas persuadé parce que Ouais, contre le Sparta, on a bien été avantagé par l'arbitrage, faut le dire. Contre le ouais. Celtic, je trouvais que c'était une bonne équipe et d'aller gagner là-bas, ça sera pas simple. Après, pour moi, faut rien viser, faut jouer les matchs comme si c'était des matchs de coupe Ouais, d'Europe, à fond. On n'est pas favori, jeudi, mais on n'a rien à perdre et pour moi, faut aller là-bas pour gagner. On a des bons joueurs donc Moi, je pense qu'il y a pas un gouffre entre Lille et le Milan AC non plus, hein. bah, non, non. moi non plus. Non, mais je pense qu'il y a un peu plus d'expérience Voilà. du côté des Milanais quand même, même s'ils ont pas des joueurs très âgés. Des Calhanoglu, Ibrahimovic, Romagnoli derrière. C'est des joueurs de Voilà, Ligue des Champions, hein. voilà, c'est des joueurs qui ont joué des coupes d'Europe, qui ont joué pas mal de coupes d'Europe. Donc je Simon pense que Kerr. c'est ouais, exact, Simon Kjær, ouais, carrément. Donc je pense qu'ils peuvent faire la différence là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller à fond et pas calculer et vraiment, pas avoir de regrets. Je pense aussi que c'est important en coupe d'Europe, on l'a connu l'année dernière, avoir le moindre regret possible si c'est possible justement. Mais voilà, après, il faudra voir aussi la double confrontation du côté du Celtic et de Prague, parce que si le Celtic prend 6 points, voilà, faudra aussi regarder derrière parce qu'ils sont qu'à 3 points quand même. C'est ça, je pense qu'on dépend beaucoup de cette double confrontation aussi. On nous dit dans le chat là, sécuriser la qualification, peu importe, premier ou deuxième. Hydro Reisel qui dit il ne faut pas craindre Milan tout en prenant compte que c'est l'effectif le plus fort du groupe.
Schizophile qui nous dit a priori deuxième place, on sera fixé après le match de jeudi. Et Schizophile qui dit aussi très justement, par contre, je ne pense pas que le Celtic prenne les 6 points contre Prague. La différence de niveau n'est pas si énorme entre les deux équipes. Ça, c'est clair que si les deux là, pouvaient se neutraliser quand ils se rencontreront, ça peut nous arranger, ça quand même. Exactement. Après, c'est difficile à dire, hein. Franchement, vraiment difficile à dire si le Celtic est vraiment au-dessus de Prague. Je pense pas. Prague, c'est accrocheur quand même. Ils ont perdu 2 ou 3-0, je crois, contre le Milan, mais ça reste une équipe accrocheuse et je sais pas, je suis un peu. Celtic, un- tu peux voir aussi qu'il y a deux faces, hein. Regarde, dans notre match jeudi, il y a totalement deux faces du Celtic en Qui première et en profitent de nos deuxième. erreurs. Et Qui voilà, profitent de nos ils erreurs. profitent aussi de notre mi-temps catastrophique, hein, moi, je trouve. Catastrophique. Et même en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a été très déséquilibré. On aurait pu prendre le troisième Parce sur qu'ils 2-3 contre-attaques. marquent sur leurs deux occasions. Maignan, il sort des choses? Non, Bah non, oui. c'est sûr. Je pense pas, hein. Je n'ai pas souvenir que Maignan sorte. Et justement, moi, je trouve qu'il est un peu fautif sur le deuxième but aussi. Mais bon, c'est mon avis personnel. Mais du coup, je pense qu'on a fait une mi-temps catastrophique. Première mi-temps? Ouais. Oh ouais, enfin, peut-être Parce pas qu'on a première rien mi-temps concédé à complète, part mais ça. les 30 Non, premières moi, minutes, ouais. moi, je trouve pas que. Moi, je trouve qu'eux, ils ont été. Ils ont mis au fond ce qu'ils avaient, mais c'était pas. Ils n'ont pas fait une mi-temps incroyable, le Celtic. Hein. Eux, non, ah non, 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 je suis bien d'accord, ouais. Bah, ils ont Mais nous, profité de nos erreurs, tout simplement. il y a trop de largesse défensive, moi, je trouve. Mais on en parlait un petit peu entre nous là, mais enfin il y a quelques jours, mais moi autant hier c'est une déception, autant le match contre le Celtic, moi j'ai plutôt vu un bon match. Mm. J'ai trouvé que bon il y a 2 erreurs qui coûtent très cher, mais donc forcément on est un peu comme des idiots à courir après le score pendant 1 heure. On a perdu beaucoup de temps, mais moi j'ai adoré voir que cette équipe était capable de rattraper 2 buts en Coupe d'Europe C'est quoi ça, déjà. mentalement, c'était cool. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on nous dit? Les 2 matchs contre le Milan vont être cruciaux. Ils sont favoris sur les 2 matchs et si on perd les 2 matchs, il faudrait être solide pour terminer deuxième. Le milieu Kessié-Bennacer, c'est très solide. Voilà. Bon, Schizophile qui nous dit une petite info sur, Fonte, c'est l'info du jour là. Fonte qui s'est blessé hier, pendant le match contre Lyon. Il s'est pris un doigt dans l'œil par Memphis. Et apparemment, ce serait pas très grave. Hein, donc voilà, il a passé la nuit à l'hôpital. Moi, j'ai quand même eu un peu peur, hein, soit dit en passant, pour Fonte, parce que il avait un peu l'œil Bien injecté rouge, dedans. hein. Ouais, c'était. Et il voyait direct, plus, hein. Il voyait et plus après le match, hein. Il 20 a dit. secondes, 20 secondes après la faute. Hein, c'était vraiment juste après. Mm. Et on voyait qu'il avait l'œil plein de sang. Là, il est parti à l'hôpital. Il voyait plus de son œil gauche. Là, donc ça fait un peu peur. Mais Ouais, il peut y avoir une griffure de l'œil et de la rétine. Hématome, ils ont dit. Ils ont dit Ah, qu'il avait un hématome. hématome. D'accord. j'espère, Hématome. j'espère qu'il pourra jouer jeudi parce que là, ce serait un gros coup dur. Au vu C'est de- pas du- sûr, hein. Franchement, c'est pas sûr, hein. Mm, mm. Ouais, moi, j'y crois pas, moi. C'est pas certain. Soumaoro, il va s'occuper de Zlatan. C'est pas sûr, ça non plus. Ça non plus, c'est pas sûr. Ah ouais, un petit mot sur Zlatan. Là, j'aimerais avoir un peu vos avis sur lui. Bon, Zlatan qui marche complètement sur l'eau. J'ai plus les chiffres en tête là, mais il doit être à. Il y a 7-8 buts. Ouais, mais sur tous ces matchs depuis qu'il est revenu au Milan, ça doit être genre à 17 buts en 30 Ouais. matchs, un truc comme ça. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est dans ces eaux-là. Enfin, qu'est-ce que vous pensez là de son retour en Italie? En plus, maintenant, il marque contre les gros et tout. Vous pensez que ça va vraiment être la menace numéro 1 pour les Lillois? Mais je suis même pas sûr qu'il soit titulaire. C'est vrai. C'est C'est vrai. pas sûr, mais de là à dire que c'est une menace, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Oui, s'il joue, c'est sûr que c'est un attaquant qui peut marquer sur n'importe quelle action, mais je pense que le Milan se dégage surtout par un collectif. Voilà, ça prend pas beaucoup de buts. Le milieu de terrain, je sais plus qui en parlait, mais c'est vraiment très solide. Voilà, je pense que c'est un collectif qui se dégage. Et Zlatan, c'est un bon finisseur et il marque des buts. Il marque aussi des buts sur penalty. C'est Mais ça. rien que son deuxième but contre l'Udinese ce week-end, voilà, c'est un geste décisif et je sais pas si on pourrait dire que c'est une menace, mais c'est un joueur qui pèse et qui est dangereux en tout cas. Il a faim, il a toujours faim, donc il va pas lâcher. Ça, il va falloir le mettre dans la tête de nos défenseurs centraux. Si c'est Soumaoro Botman, bon, Botman, il est un peu jeune, du coup, il va falloir que Galtier lui dise bien. Soumaoro, il a dû avoir affaire à lui aussi peut-être l'année dernière avec le Genoa, donc il s'en souvient. Mais si, imaginons, c'est Diallo Botman, c'est très jeune, il va falloir bien mettre en tête de ces deux joueurs-là
que Zlatan, il abandonne pas. À la 95e, s'il y a 5 minutes de temps additionnel, il sera encore là. Donc Diallo, il y a un peu de ça contre Marseille l'année dernière. Il était un peu léger aussi des fois. Il y avait Ouais, ouais. quelques minutes où il était un peu nonchalant, Et il puis, sortait un peu du match. même si bon, Soumaoro est pas dans la forme de sa vie en ce moment, faut pas oublier quand même que il y a pas si longtemps que ça, Diallo, il jouait avec la réserve du Milan, et Soumaoro, il y a encore quelques mois, il était titulaire en Serie A quand même. Donc, C'est ça. c'est quand même 2 joueurs d'une expérience et d'un standing, quand même bien différents, hein. C'est ça, donc pour revenir à Zlatan, je pense que, voilà, il va falloir, que Galtier, il parle bien. Il a déjà eu affaire, plusieurs fois à Zlatan, avec Sainté surtout, Galtier, et il va falloir leur expliquer aux joueurs que c'est un mec qui abandonnera jamais. Pour une victoire contre le Milan à San Siro, ça rappellerait quand même des bons souvenirs, hein. Ah ouais, Ouais. On était jeunes, mais on connaît cette petite histoire exactement. Ouais. Ouais, exactement. Donc, pour les incultes qui nous écoutent, il y a que les spécialistes qui écoutent La Voix des Lillois, mais pour les quelques incultes qui nous écouteraient, bien sûr, cette fameuse saison 2006-2007 où Lille s'était hissé jusqu'au 8e de finale de la Ligue des Champions quand même. C'est jamais arrivé, une deuxième fois dans l'histoire du club. Et donc, en fait, ils étaient allés chercher la qualification dans un groupe où il y avait le Milan AC, l'AEK Athènes et Anderlecht, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Lille était allé gagner dans son dernier match. Il fallait aller gagner par 2 buts d'écart à San Siro. Bon, Milan était déjà qualifié, si je dis pas de bêtises. Ils avaient envoyé l'équipe B, mais c'était quand même le grand Milan avec Kaka, Pirlo et compagnie. Et Lille était allé gagner 2-0 avec des buts de Odiwingi Keita, je crois. et Keita. Odemwingie, je crois que c'était sur une grosse frappe de Bodmer ou l'inverse, un truc comme ça. Et donc, derrière, Lille s'est qualifié en 8e, et ce fameux épisode du coup franc de Ryan Giggs contre Manchester. Donc, on va pas refaire toute l'histoire, mais c'était quand même peut-être la plus grosse année européenne de l'histoire du LOSC. Donc, si on peut ressortir la même performance, pourquoi pas. mais moi je rajouterais juste un truc, c'est que Milan va jouer. Ils vont pas nous attendre derrière comme hier Lyon où on voit qu'on a un peu de mal, face à une équipe qui nous attend. Je pense que ça va jouer jeudi et Lille pourra évoluer dans son système comme ils aiment bien, dans leur façon de jouer, dans leur physionomie. Donc ça peut être intéressant. Allez les gars, dernière partie, voilà pour la Coupe d'Europe, on en reparlera dès la prochaine émission. Autre sujet brûlant au LOSC en ce moment, on se dit tout à l'heure entre nous, c'est les 3 parties de l'émission, c'est trois sujets énormes là en ce moment. Donc, la dernière partie là, ça concerne bien sûr Luis Campos. Départ quasi inéluctable maintenant pour Campos. Il semble désormais que rien ne puisse retenir notre directeur sportif. Selon de nombreux médias bien informés, notamment Campos, qui était arrivé, on le rappelle, au début du projet Lopez. C'est lui qui a bâti l'effectif, hein, quasiment de A à Z. Pour rappeler bien sûr à tout le monde, on lui doit les dernières ventes stratosphériques de ces années précédentes. Donc voilà, il a décidé de quitter le club, de claquer la porte après des différends qui duraient, hein, quand même, au sein du club, au sein de la direction notamment. C'est pas nouveau. Donc, tout d'abord, avant de démarrer un peu le débat et de prendre vos impressions, voici un petit peu quelques éléments qui pourraient expliquer la situation et qui pourraient notamment expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé à ce point de non-retour. L'un des éléments majeurs à avoir en tête, c'est tout d'abord que Lopez ne s'entend pas du tout avec Marc Ingla. Donc, ça c'est pas nouveau. Ça fait quelques mois, donc c'est un peu une direction à deux têtes, hein, puisque Lopez n'est pas toujours là, il a beaucoup d'affaires à côté du LOSC, donc il n'est pas toujours là à s'occuper du club. Donc c'est Ingla qui gère le côté, on va dire, administratif, économique du club, et Campos qui gère le sportif, et les deux ne se sont jamais entendus. Donc voilà, il y a eu énormément de divergences ces dernières années, mais là, ça s'était vraiment accentué. Et en point d'orgue, on va dire que c'était le départ de Loïc Rémy, que Campos voulait absolument garder, mais Ingla n'a jamais su trouver un terrain d'entente pour le prolonger. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Il y a eu de plus en plus d'eau dans le gaz entre Gérard Lopez et Campos lui-même, hein, même si Campos est un peu le bras droit de Lopez, mais il trouvait qu'il marchait un peu sur ses plates-bandes, qu'il donnait un peu trop son avis, notamment pendant le confinement. On se souvient quand Gérard Lopez avait donné son avis sur
sur ses projets de reprise du championnat ou non. Il y a plein de choses comme ça. Voilà. Pour terminer un peu dans les éléments que je voulais vous donner, il y a des conflits avec le directeur juridique du LOSC qui s'appelle Julien Mordac, qui est le petit protégé de Marc Ingla. Voilà, il y a énormément de choses. Et là, Luis Campos a donc demandé définitivement à ses avocats de résilier son contrat qui le lie à Scootly Limited, la boîte de Gérard Lopez. Donc là, ça sent vraiment la fin. Pour commencer, messieurs, quelles sont un peu vos impressions là, sur tout ce qui se passe? Ça y est, ça sent vraiment le roussi. Comment est-ce que vous voyez un petit peu tout ça? Bah, moi, je trouve Si- que ça fait bizarre. ouais. Franchement, ça fait vraiment bizarre. On a un Luis Campos qui a beaucoup été là pendant le recrutement, on le sait, qui est proche des joueurs, qui est assez proche de Galtier. Ils ont une très bonne entente. Donc, je trouve que ça fait bizarre parce que voilà, c'est quelqu'un qui est au club, mais qui est en même temps pas au club, qui nous a ramené des énormes joueurs, qui nous a fait des ventes énormes. Et puis au final, ça remet un petit peu en question le projet, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Donc c'est un petit peu l'inconnu. Donc moi, voilà, je trouve cette info un peu dommageable parce que c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, qui a ramené beaucoup de bonnes choses au club. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est la question qu'on doit tous se poser. Qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce que va décider Lopez surtout? Est-ce que le projet va rester comme il est actuellement ou est-ce qu'il va être un petit peu modifié? Je pense que c'est beaucoup de questions qui vont se poser si ce départ est officiellement effectif, même si, comme tu le dis, ouais, ça fait plus de secret pour personne qui va partir Campos. Moi, Les je autres, pense que ce qui me dérange vraiment le plus, c'est le timing. Le timing, on est quand même dans un très bon début de saison. On le voit dans les chiffres, dans notre classement et dans nos 2 premiers matchs de Ligue Europa. Et un départ de Campos peut faire mal à la tête des dirigeants, de Galtier. Ça peut se répercuter sur les Des joueurs. joueurs, des Et joueurs. du coup, ouais, voilà, ça peut se répercuter sur les joueurs, du coup. Et du coup, bah, casser une bonne dynamique et ça peut arriver vite. Tout va très vite dans le foot. Et j'ai peur qu'un événement comme ça, parce que c'est un événement, hein, Campos, c'est pas un salarié du LOSC, en soi, mais il C'est était très impliqué. pour expliquer, il travaille, enfin, il est prestataire en fait. Et c'est pas un salarié du club, donc malheureusement, c'est quelque chose qui va faire qu'il peut se libérer plus facilement quoi, C'est ça. du LOSC. Et il a cette politique-là dans tous les clubs, hein. Il veut jamais être associé à un club, si je me trompe pas. Heu, il avait fait ça avec Monaco aussi, je pense. Et mais je pense, pour revenir à ce que je disais, que ça peut, être dommageable, et ça peut se répercuter sur le côté sportif. Donc j'espère pas, mais j'ai un peu peur de la suite, à ce niveau-là. Moi, je trouve qu'on est quand même sacrément vernis de faire le début de saison qu'on fait. On est invaincu, tout va bien, on va sûrement se qualifier en 16e de finale de coupe d'Europe. Pour l'instant, tout roule, tout va bien, mais je veux dire, il y a quand même une crise énorme qui est en train d'avoir lieu, C'est ça. heu au niveau de la direction du club. Imaginez seulement si on faisait un début de saison un tout petit peu en deçà, si on était un tout petit peu en difficulté, je sais pas moi, je peux pas citer d'exemple d'équipe en Ligue 1, mais imaginons qu'on ait perdu 2-3 matchs là, qu'on ait perdu ce match contre le Celtic et tout. Si en même temps tu rajoutes la crise Campos, mais c'est la tempête au LOSC. moi, je Ah ouais, trouve qu'on totalement. dramatise. Tu trouves, ouais? Ouais, je trouve qu'on dramatise. Campos, on le sait qu'il est pas attaché vraiment au club. On le sait depuis plusieurs années qu'il va pas faire 10 ans au LOSC et qu'il va pas faire toute sa carrière dans le club. Après, on se doute que Lopez et Campos, ils ont une relation à part. Donc, je pense que si Campos est amené à partir, il pourrait donner 2-3 plans ou 2-3 joueurs à Lopez. Lopez, il a quand même des relations. Il a Ingela et tout. Campos, le LOSC existait avant Campos et il Oui, bien existera sûr. après. Je te rejoins là-dessus, Clément, mais quand tu vois les réactions de Galtier qui a l'air vraiment atteint par ce souci-là, quand tu entends les joueurs type Burak Yilmaz, Galtier Renato Galtier le Sanchez, pauvre Galtier le pauvre, on a l'impression que personne ne lui dit rien, tu sais, que tout lui ouais, c'est échappe, ça. que lui doit faire son boulot de son côté et que tu as la C'est ça qui direction fait qui peur. travaille. C'est ça qui fait peur. Et que même quand tu entends les joueurs type Burak, Renato, Font, qui disent ouais, c'est grâce à Campos que je suis là. Tu vois, tu les entends parler quand même. Tu vois que ce gars-là, il a quand même une influence importante sur l'équipe. Je pense que sur le moral de l'équipe, parce que voilà, il sait parler aux joueurs, il a des relations quand même importantes dans le football.
Donc c'est plus en ça pour moi que c'est problématique. Après, voilà, la question pour moi, c'est comment ça va se passer par la suite. Ingla, il a jamais ramené personne au LOSC, hein. Il s'occupe de l'administratif, mais c'est jamais lui qui s'occupait du recrutement ou de quoi que ce soit par rapport aux sportifs. Donc c'est plus en ça pour moi que ça fait poser des questions et c'est un petit peu inquiétant quand même. Parmi les réactions qu'on a un petit peu dans le chat, il y a énormément énormément de gens, pardon, qui craignent qu'on devienne comme Monaco, en fait. Monaco, ça tourne un petit peu en rond quand même le projet depuis le départ de Campos. Il y a plus de coupe d'Europe, enfin voilà, ça joue plus vraiment les premières places. Ils ont encore des bons joueurs, mais ça tourne un peu en rond. Est-ce que vous pensez que Lille peut devenir, un Monaco bis? Non, je pense pas. Je pense pas parce Pourquoi? que déjà, sur un point, parce que pour l'instant, on a Galtier et je sais pas, hein, peut-être que je suis le seul à penser comme ça, mais je trouve que c'est vraiment un putain de coach qui a vraiment la tête sur les épaules, qui qui connaît parfaitement le monde du foot et le monde de la Ligue 1 et qui sait le gérer parfaitement. Bon, hier, il y en a qui le critiquent sur sa façon de gérer le match et ses changements, mais bon, il peut pas être parfait tout le temps. Mais moi, je pense que déjà, tant qu'on garde Galtier en entraîneur, eh ben, c'est parfait. Ça nous Moi, je permet Ouais, d'avoir. mais c'est même pas sûr qu'il reste, tu vois, encore Oui, deux, non, trois et ans, c'est voilà, même pas c'est sûr. ça. Ça, je suis bien d'accord. Monaco s'est beaucoup reposé sur Jardim, mais quand Jardim est parti, c'est devenu un petit peu compliqué. Et je sais pas si vous vous C'est souvenez, on en a beaucoup parlé après le recrutement. On s'est dit, mais les 4 Napolitains qui arrivent, on Ouais, recrute ouais. Capi, on recrute des joueurs comme ça, on sait pas trop à quoi ils vont servir. On Mais s'est tu vois, posé la question. Moi, je pense que le je temps me- donnera les réponses, mais voilà, moi, faut rester vigilant. je me dis que Campos ou pas, je pense pas que ça change grand-chose dans la tête de Galtier, en fait. Moi, je me dis que s'il part, si Campos part, bah, Galtier, il y a pas de raison que lui, il s'en aille, quoi. Lui, voilà, Galtier, il est là pour son boulot, il est dans son projet, tout va bien, il va rester. voilà, et je pense que ça, c'est un bon point pour le LOSC et un point qui va nous permettre de pas faire une Monaco bis. Parce Moi, je suis que pas sûr que Galtier ah va ouais? rester encore 2-3 ans, hein. Je suis pas certain, les gars, Ah, hein. moi si, moi Parce que tu as j'ai les en sirènes tête. marseillaises qui sont de plus en plus intenses. Il y a une rumeur qu'il envoie à Lyon aussi. Lui, forcément, il les nie, mais voilà, est-ce que des petits signes comme ça ne peuvent pas l'agacer au bout d'un moment? Après, Cette après dernière, me- il y aura de plus en plus de propositions, hein. Voilà, Ouais, en plus. plus on est performant, plus il y aura de propositions, Exactement, bien sûr. exactement. À un moment, il y D'accord. a même une proposition, on s'en souvient, je sais pas si elle était vraie, de prendre, Campos et Galtier pour Milan même. Je sais pas si vous vous souvenez de ça? Ouais, Il y avait ouais, eu ouais. une offre comme ça. Donc, Clément, tu bien voulais dire? après, Campos, il part de Monaco en 2016. En 2017, Monaco est champion de France et demi-finaliste de Ligue des Champions. Donc j'aimerais bien Mais la même justement, chose. c'est parce que Monaco a profité de son travail, je pense, C'est quand même les juste après. Mais là, ouais. voilà, peut-être qu'on restera performant la saison qui suit, mais voilà, sur 2, 3, 4 ans, Mais au moins, on a un ça pose la exemple question. à ne pas suivre. Exactement, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, bon, est-ce qu'il va changer d'avis? Pour l'instant, personne ne peut le savoir, hein, mais c'est pas impossible, hein. en tout cas, ce que je peux vous bah, il semblerait qu'il ait quand même dit clairement aux dirigeants du LOSC et à ses avocats que là, il faut faire les papiers, il faut arrêter. Ouais. Donc voilà. En tout cas, les joueurs ont réclamé au président, que Campos de tout faire pour que Campos reste, parce que c'est aussi quelqu'un qui a une relation forte avec certains joueurs, notamment tous les lusophones là, tous les, Renato, Font et tout ça, parce que c'est des gars qui sont venus pour lui. Donc il a été réclamé par les joueurs, mais pour l'instant, Gérard Lopez, est pas prêt à céder. Donc les relations se sont extrêmement refroidies aussi, entre Lopez et Campos. Des zones d'ombre sur lesquelles il faudra, bah, justement faire la lumière, malgré tout les gars, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a fait douter ces derniers temps, je me suis dit: «Mais il peut pas partir, il vient de placer tous ces gars, à droite à gauche, à Moucron, il vient de placer Diego Gomez qui est le DG du club, qui est un de ses poulains, et Admar Lopez qui est DG lui à Boavista». Donc il vient juste de les placer. Donc à un moment, enfin, Campos, c'est un gars qui fonctionne avec son armée à lui, et des gars comme Lopez et Gomez, c'est un peu ses généraux. Donc s'il vient juste de les placer, c'est qu'il n'a pas la tête à un autre projet. Moi, c'est ça que je me disais. Ouais. Mais en fait, vu que comme on l'expliquait, il est prestataire, en fait, il pourrait se détacher du LOSC et laisser Lopez et Gomez dans les clubs où ils sont pour le moment, et puis voir ce qu'il fait pour la suite, quoi. Pour Mmh. moi, il aura toujours une relation spéciale avec le LOSC. Ouais. Bah, il a tous ces joueurs qu'il a ramenés.
comme tu dis, il a ses poulains. Et comme il n'est pas salarié au LOSC, il pourra toujours donner son avis ou conseiller Lopez, même s'il est plus au LOSC. Bon, en tout cas, de ce qu'on me Et- dit, pour le moment, la question, c'est même plus est-ce qu'il part, c'est comment il part. Donc, c'est ce qu'on nous dit là sur le, Et, enfin, des et- collègues lillois, donc ça fait quand même peur. et tu disais dans ton introduction, Tristan, que du coup, ils se sépareraient de Lopez. Moi, j'avais entendu parler quand même qu'ils resteraient associés tous les deux avec la société de scouting. Je sais pas si tu as des infos là-dessus. Attends, redis-moi ça, ils se séparaient? Alors, tu t'as dit dans ton intro qu'ils se sépareraient de Lopez s'il quittait le LOSC. Moi, j'avais entendu qu'ils resteraient associés au sein de leur entreprise de scouting, en fait. Ah, moi, j'ai l'impression que les relations sont totalement au point mort, hein, entre les 2. Ok, ok. Ouais, donc voilà, ça pue un peu. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Sans Campos, le LOSC va s'écrouler. On peut penser que Lopez a une idée du successeur possible, dit Schizophile. Ça, c'est pas impossible, hein, déjà parce qu'il y a pas que Campos, hein, dans la vie, C'est ça. c'est peut-être un des tout meilleurs d'Europe, mais il y a plein de super directeurs sportifs avec qui on peut très bien travailler, hein. Monchi, Heu, Monchi, c'est un très bon directeur sportif. ouais, bon là, on est vraiment dans la crème de la crème, mais pourquoi pas? On reconnaît son talent, cependant le LOSC n'est pas qu'une simple entité. On va devoir faire sans lui, on n'est pas le FC Campos. Avec le départ de Campos, beaucoup vont suivre, ça c'est aussi un risque, hein, pas tous les joueurs qui sont venus pour lui. Voilà, voilà. Moucron et Boavista, c'est 0 victoire en quasiment 10-12 matchs pour les 2 clubs. Bah, voilà, c'est pour ça qu'il vient de placer ces 2 hommes justement. Bon messieurs, est-ce que vous voulez, dire, une dernière chose là pour terminer sur ce sujet? Moi, ça a l'air d'être Ben, une diva quand même, hein. Parce que Ouais, tout se passe bien, tout se passe bien, et il veut partir, on sait pas pourquoi. quand ouais, ça va bien, il a Qui envie de part, chercher hein. du challenge. Ouais, ouais, ouais. En fait, je pense qu'il a besoin d'être le roi en fait dans le club. ouais, c'est Ouais, ça. Et ça c'est possible. il est froissé à la moindre. Dès que quelqu'un lui met des Voilà, bâtons dans les roues, mais moi j'en avais discuté un petit peu, enfin, en fait, si vous discutez un peu en interne avec des gens du club qui sont amenés à travailler avec lui, mais c'est quelqu'un qui est infect apparemment, Campos, c'est impossible de travailler avec lui, il prend tout le monde de haut en même temps. Bon, c'est quasiment le meilleur au monde dans ce qu'il fait, mais voilà, du coup, c'était sûr qu'à un moment donné ou à un autre, le courant passerait plus, avec des gens qui sont un peu dans la même sphère que lui, quoi. Pour remonter à très loin, ça aurait été quand même intéressant de voir comment Marcelo Bielsa aurait réussi au LOSC sans Campos. Parce que je Et en pense fait, que c'est cette relation-là aussi qui a aussi fait l'échec de Bielsa. ouais, mais en fait, moi, j'ai vu un petit peu des gens en parler sur Twitter là ce week-end. Comment est-ce que Gérard Lopez a pu se dire à un moment donné que Bielsa et Campos, ça aurait pu marcher, quoi? Ouais, Plus single. Je me demande, et ouais, Inglet en plus. C'est dingue, quoi. Est-ce que ouais, vous est-ce que vous vous rappelez de lorsqu'il a démarré le projet, au LOSC, la fameuse photo à Luchin Ouais, avec les 4, Lopez, avec les Inglet, 4. Bielsa, et finalement Ouais. les 4 ils se détestaient, enfin, c'est quand même fou, quoi. mais ouais. parce Ah, ils ont tous des gros égos finalement. Et Lopez l'avait peut-être pas anticipé ce truc-là. c'était une Bien belle sûr. brochette. Mais je pense qu'au début, ils se sont dit que ça allait peut-être marcher. Mais Ouais, Les il s'est quatre. sûrement dit la moi je pense fibre hispanique, ça va le faire, quoi. Mais au final, je pense, Lopez, il s'est dit: «J'ai 4 génies du foot, chacun dans des domaines différents. c'est ça. Ça peut que marcher», et il avait peut-être pas anticipé que le foot, c'est aussi une histoire d'ego, quoi. Mais ça avait quand même de la gueule, hein, cette photo. C'est clair, c'est clair. Bon les gars, voilà un petit peu, pour ce débat Campos. Bon, ça fait quand même une bonne heure d'émission. On a pu parler un petit peu de tous les sujets, c'était sympa quand même. C'est passé très vite là. Comme Exactement. d'hab. C'est déjà la fin, du coup de ce podcast. La Voix des Lillois, épisode 10, disponible en replay dès demain sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube. Merci, à tous ceux qui ont participé. Merci, à tous ceux qui repartageront. Donnez-nous de la force, hein, n'hésitez pas. On est, vraiment le seul et unique média pro LOSC, avec en plus des gens qui, je pense, qui s'y connaissent. C'est le but en tout cas. Donc, n'hésitez pas, à faire tourner, à mettre un peu tout ça en story, à retweeter sur ce qu'on vous mettra demain sur le Twitter du Petit Lillois, avec le replay de l'émission. Les gars, je suis encore, un très bon moment, à vos côtés. Merci, d'avoir fait cette émission, avec moi. Et puis, Un plaisir. on se retrouve dans un mois, si possible,
toujours invaincus. Voilà. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous dis à la prochaine. Passez une belle soirée et respectez le confinement quand même. Salut, bonne soirée. Ciao les Bonne gars. soirée. Salut. Ciao.